une langue, la langue française par exemple, et la littérature française. La langue, c'est la langue, et une littérature, c'est un bouquin en français. Quelle est la différence entre le bouquin écrit en français et la langue française? Bah, la langue, c'est le matériau, et puis Un langage. le matériau dont se sert celui qui fait la littérature, et ce matériau, il en fait une œuvre. Une œuvre, et il y met ses qualités, ses défauts. C'est pour ça que du même matériau, on fait plusieurs œuvres différentes, puisqu'il y a la qualité de chacun qui s'est... Pourquoi on dit des fois la langue de Molière? Parce qu'il s'est approprié. Oui, c'est une référence en fait. Les Français, C'est une littérature. Français, la langue de Molière. Oui, il y a un paradoxe. La langue de Molière, c'est... matériau, on peut peut-être dire matériel, je sais pas, pour la Non, langue. matériau, c'est pas mal, j'aime bien le mot matériau. Je vais poser le problème un peu plus important. Quelle est la différence entre la prose et la poésie? La prose et la poésie. Je connais pas bien toutes ces... Non, mais qu'est-ce qui définit la poésie? Enfin, la poésie au sens classique du terme. La prose, il y a des rythmes plus que la poésie, c'est plus large, non? Je sais pas. Les poésies, il y a des rimes. Ouais, il y a des rimes, ouais. Vous allez me dire le contraire, là. Des rythmes, enfin... Non, mais la poésie, il y a des trucs qui riment. Oui, il y a des rimes, ouais. Et c'est vrai aussi pour les chansons. Et la prose, c'est une certaine forme de rime, c'est ça? Non, il n'y a pas de rime dans Dans la prose, il il n'y a pas de rythme dans la prose. C'est pour ça que je ne comprends pas d'où vous sortez. D'accord, je connaissais pas bien le... Ben, pourtant, d'ailleurs, il y a Oui, j'ai la pas... fameuse histoire du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Ouais, d'accord. Bon, alors, donc finalement, est-ce que écrire en rime, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un acte intelligent d'écrire en rime? Bah, oui, ça demande une certaine qualité, mais bon... Par exemple, est-ce que la poésie, On le fait, par exemple, prenons la plupart des philosophes, ils n'écrivent pas en poème. Non, mais ça, c'est pour... Pourquoi est-ce que la philosophie ne se sert pas C'est les chanteurs qui écrivent. Voilà. Donc finalement, il y a un côté, on a l'impression que quand on veut écrire des choses sérieuses, on ne va pas employer de la poésie. Oui, voilà, Donc c'est une sorte de Donc finalement, quel est le statut de la poésie par rapport à la prose? Donc c'est quoi comme statut? C'est un amusement, c'est quoi? C'est un art. Pour moi, c'est un art. décorum qu'on met autour de notre... Donc c'est pas encore tout à fait, c'est quelque chose qui est. Alors c'est pour ça que moi ce que je voulais dire, il y a la langue. C'est comme, Oui, c'est comme de la peinture. c'est pas ce que la chose dit le plus, c'est la manière de le dire, c'est les mots, on les harmonise, et c'est ça qui fait la qualité de la chose plus que la pensée même. Voilà, c'est ça. Donc Peindre un mur et peindre une toile, c'est pas la même chose. non. C'est pareil, la poésie Bon, c'est une de l'art, c'est tout. oui, je ne sais pas si vous avez écouté ce que disait Jean-Paul. Il nous a mis sur une piste intéressante. C'est que quand on fait des poèmes, on n'est pas, on est. Alors, bon, les mots. C'est la forme qui compte que le fond. Voilà, là, c'est le problème de la forme et du fond. La forme et le fond, par exemple, les mots d'une langue, ils ont des sens, mais c'est aussi des formes. Et par exemple, faire des rimes, c'est mettre en rapport des mots qui ont la même forme, mais qui n'ont pas forcément le même sens. Donc vous allez mettre des trucs qui n'ont rien à voir, c'est le problème des jeux de mots aussi. Et même en psychanalyse, on fait ça. Quelqu'un, il fait un lapsus. Qu'est-ce que c'est un lapsus? C'est quelqu'un qui va employer un mot à la place d'un autre, et puis quelque part, ça voulait dire quelque chose. Comme Madame Dati. Comment? Rachida Dati, dans une interview. Ah oui, d'accord, oui. La fellation. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, elle est passée. Elle a. C'est quoi le mot qu'elle voulait dire? Sous la ceinture, enfin, c'est- Non, mais pardonner. elle avait un autre. Non, mais elle avait le mot qu'elle voulait dire au départ. C'était Inflation au lieu de fellation, c'est ça, un truc comme ça. La poésie, c'est pour donner une forme d'émotion. C'est comme, par exemple, aussi il y a l'humour. Pourquoi on ne peut pas donner de l'émotion avec il y a la l'humour, prose? il y a la Avec la prose, on ne peut pas donner de l'émotion? C'est un paradoxe. Alors justement, c'est intéressant. C'est pas érection par rapport à élection? Enfin, écoutez, bon, non, mais peu importe. Bon, Pour dégager de l'émotion. Voilà, c'est pour- quelle est la différence entre le philosophe et le poète par rapport aux mots? Par exemple, l'émotion, vous avez raison de dire, il y a des gens qui ont un rapport affectif au langage. Par exemple, tout à l'heure, Jean-Paul il disait, ah ben ce mot-là, Philosophe, il y a la morale. ce mot-là, il faut l'employer que dans ce sens-là. Excusez-moi, dans philosophe, il y a la morale. Alors que poésie, c'est pas une morale.
pas la même chose. Oui, mais je veux dire que le philosophe, il n'est pas, le philosophe, il n'est pas prisonnier du langage basique. Hein, il va vous dire, par exemple, ce mot-là, par exemple, tout à l'heure, on parlait du vol, de possession. Moi, j'ai dit, attention, vol, le type, il dit, vol, ça veut dire que ça, etc. En réalité, le philosophe, il dit, non, c'est beaucoup plus général, il y a beaucoup plus ça couvre un champ beaucoup plus large. Quand il dit, par exemple, que le type qui achète, il vole, ça peut surprendre au départ. Hein. Oui. Mais en réalité, c'est... Non, mais ça correspond à une réalité. Comment ? D'être en même plan. Voilà, c'est ça. Mais il y a une sorte de symétrie. Bon, et ça, c'est le dépassement de l'affectif. Or, la poésie, quand vous écrivez un poème, vous n'avez pas à vous expliquer. Vous ne développez pas votre pensée quand vous écrivez un poème. Vous ne dites pas, j'emploie ce mot-là. Bon. Donc, le poète, il va travailler sur les réactions immédiates et viscérales des gens par rapport aux mots. Tel mot, hop, tout de suite, réactivité. Donc, C'est une question d'émotion. Après... Oui, mais c'est ça. Mais l'émotion, elle vient du fait que vous attachez une importance affective aux mots. On va dire qu'il parle plus à l'émotionnel, au sentiment qu'à l'intelligence. C'est-à-dire que non, mais ça veut dire que les mots sont très marqués. Vous voyez ce que je veux dire ? Les mots sont en poésie, les mots sont très marqués. C'est-à-dire que c'est la personne, la personne, elle va réagir par rapport à l'idée qu'elle se fait de tel mot. Elle va pas commencer à réfléchir sur ce mot à telle ou telle signification. Donc c'est déjà une vision, c'est encore un langage encore un peu infantile. C'est un rapport infantile au langage, c'est-à-dire tel mot ça veut dire ça, et puis tel mot ça veut dire ça, et puis tel mot c'est bien, tel mot c'est pas bien, etc. Tout à l'heure, quand on parlait du vol, j'ai montré que finalement, le vol, ça pouvait être aussi bien bon et mauvais. Ça pouvait être. Vous regardez les fables de La Fontaine, par exemple. Oui. Est-ce que vous considérez ça de la poésie ou c'est de la poésie. D'un point de vue purement formel, c'est de la poésie. C'est mauvais sur le vol. C'est toujours une chose mauvaise, mais quelquefois, de ce mal, Dieu en tire un plus grand bien pour la personne volée, oui. Pour l'améliorer. Mais j'ai dit aussi. Détacher d'un vice. Oui, voilà. Par exemple. Oui. Mais le vol par lui-même est quand même mauvais. Bon, écoutez, on en a parlé. On va les proverbes, les trucs. Mais c'est vrai qu'on revient dans le problème, en parlant du langage, ça nous renvoie à la conversation qu'on a eue avant. L'affect, la portée de tel mot, alors là, ce mot-là, c'est pas bien, et puis en fin de compte, en réfléchissant bien, on le désaffecte, si vous voulez, on lui enlève son poids affectif. Et la poésie, elle est quand même très dans l'affect. Hein. C'est-à-dire que c'est, le poète, il emploie tel mot, tout de suite, réaction, etc. Quand un philosophe parle d'un mot, il prend la peine de le définir, de le préciser, et il ne vous laisse pas au niveau primaire de l'affect par rapport à ce mot-là. La sémantique, en fait, voilà, donc on n'est pas dans une sémantique primitive en philosophie. On a, même dans les classes de philo, d'ailleurs en terminale, la première chose qu'on apprend, c'est de ne pas être prisonnier de la signification première du mot, de la dépasser. Parce que, bon. Mais ce que je voulais dire, par exemple, pour un enfant, par exemple, est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle le jeu du corbillon ? Le jeu du corbillon, ça consiste à dire, on prend un jeu et chacun doit donner des mots qui s'amènent de la même manière. Donc je dis par exemple, alors on lance un mot, par exemple nature, et puis on fait le tour de table, et chacun doit donner un mot qui se termine en ur. Voyez-vous ? J'ai vu une vidéo avec de Luron. On dit nature par ur, par exemple. Facture. N'importe quoi. Il faut que tout jusqu'au bout, il faut en tirer autant que possible. Voilà. Et puis celui qui arrive plus, c'est un peu ce qu'on appelle le baccalauréat. Enfin, je sais pas, un truc comme... Voilà. Censure, etc. Bon. Justement, dans le sketch justement de Luron, mais il fait une... On peut en faire un exemple. Oui, puis il fait une chanson. Vous avez donné un bon exemple. Hein, oui. Non, mais c'est déjà de la poésie. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est déjà de la poésie. Ça veut dire qu'on apprend à trouver des mots. Comme le rappeur, par exemple, qui doit trouver rapidement des rimes, c'est le genre d'exercice qu'il doit faire. Il faut que quand il emploie un mot qui se termine comme ça, tout de suite, il a un autre mot qui se termine de la même manière, qui lui vient à l'esprit. Et pourquoi dans les sorcelleries, ils emploient aussi ce genre de choses aussi ? Pardon ? Répéter les mots. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'il y a dans la sorcellerie ? Non, à quoi vous faites allusion ? J'ai pas compris. La sorcellerie, ils répètent à chaque fois les mots, les trucs comme ça. Oui, bon, d'accord. C'est peut-être. Oui, on pourrait en parler aussi de cette question. Faire rentrer les choses dans la tête d'une personne aussi. La poésie, c'est pour faire ça aussi. Oui. Pour faire rentrer. Les slogans, par exemple. La publicité, par exemple, souvent, elle travaille sur des mots qui se ressemblent. Hein. Les slogans politiques, c'est souvent des mots qui se ressemblent. C'est une sorte
Voilà, moi j'appelle ça une forme. Suggérer, c'est la suggestion. Non, mais les gens croient que parce que quelque part, quand j'utilise des mots qui se ressemblent, je donne une sorte de pseudo-démonstration. C'est-à-dire que je donne une sorte de pseudo-logique, c'est-à-dire que puisque c'est deux mots qui se ressemblent, quelque part, il doit y avoir à peu près une même signification, ce qui n'est pas du tout le cas nécessairement. Hein? Comment on appelle le mot quand tu donnes un sens, mais il y a un sens caché dans la phrase? Comment on appelle ça le mot? Je vois pas, excusez-moi, je vois pas. Faux amis, quoi, c'est bon. Non, c'est Non, des fois ils vous disent une phrase, dans la phrase, il y a un un autre sens. un crypto, Voilà, un cryptogramme. Oui, c'est pas les mots, c'est que la vitesse des images, la 25e non, mais image. même dans les phrases aussi, il y a des. Comme disait souvent Baou, Ou dans les. Ouais. il disait que les mots sont souvent des agents doubles. Il disait Baou. Ah, oui, dans certaines chansons de rock, si tu les mets à l'envers, il y a des trucs sataniques, Voilà, tout ça. ouais. C'est subliminal, ouais. Oui, Il y a aussi des acronymes. Les acronymes, c'est-à-dire que vous prenez la première lettre de chaque vers et ça fait un nom. C'est comme comment ça s'appelle là, le truc espagnol là où tu danses là. Flamenco? Non, le truc là. Tango? Cha-cha-cha? Tu sais où t'as les nanas, elles dansent entre elles là. Et puis, Samba. non, le fameux truc où c'est un truc espagnol où ils font cette danse là, serrérée là, tu sais, et puis ils dansent tous. Le salsa? Lambada. Ouais, Lambada, voilà, c'est ça. Un Lambada. truc comme ça. Bon, Et ben les mouvements qu'elles font là, c'était des mouvements, certains des mouvements, des prêtres qui ont analysé, ils se servaient à faire d'accord. des rites sataniques avec. C'est le vaudou, Certains, quoi. certains des Des mouvements, fois, pas tous, hein. Certains qui sont faits servaient dans des procédures sataniques. Ils les ont Est-ce que le langage est plus important que les chiffres aussi, pour vous? pour discuter de ça, mais Parce que, par exemple, au niveau judaïsme, quand ils utilisent, comment on appelle ça, avec les chiffres, là. Ouais, c'est la Kabbale, la Témoura, Kabbale et tout, la eux, ils Gemma- donnent la plus Gemma- d'importance la- aux comment ça chiffres s'appelle la science des chiffres là. aux langues. la Témoura, etc. Il y Enfin, a une correspondance entre les lettres. la gématrie. La Gématria. gématrie, voilà. Oui, ben, on pourrait Par discuter exemple, en là-dessus. Ouais, mais ça marche Mathématicien. pas avec le français, hein. Ça marche avec l'arabe, les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu, et ça marche même pas avec le latin, c'est la langue liturgique, mais c'est la langue grecque. La vraie langue du christianisme, la langue sacrée, c'est le grec, ça marche avec le grec, hein. Ça marche pas avec le français. Si, ça marche. Ça s'appelle l'onomancie, ça existe au 19e Ouais, mais siècle. ça marche surtout. Non. Comment? C'est surtout avec le grec que ça marche. Non, mais ça marche par Le toutes les grec, langues. l'hébreu, enfin, c'est Excusez-moi. des langues sacrées que ça marche, pas avec des Un langues mathé- En tout cas, l'onomancie, on fait ce travail avec les. Voilà, il y a un code des lettres, des lettres de l'alphabet avec les chiffres. Le sanskrit, tout ça, c'est mieux. Parce qu'un Bon. mathématicien, Enfin, un chimiste, eux, c'est plutôt le langage des chiffres que le langage. Oui. Non, vous avez raison, on pourrait discuter de ça. Bon, Ouais, moi je voulais le discuter. Bon, on pourrait avoir parce plusieurs. que ce qui a volé les chiffres aux Arabes, c'est bien. Justement, cette. Voilà, parler de vol de l'or. Ah non, mais il y a des. À qui ils ont volé les chiffres, les Arabes plutôt. Comment? Ils ont Non, volé parce les que vous chiffres. parlez de. Mais justement, moi je vais vous en discuter. Alors, premièrement, alors, non mais le problème c'est, on peut faire des digressions, effectivement. Par exemple, moi je veux bien travailler. L'autre jour, je discutais sur les chiffres. romains. Alors, non, mais par exemple, les chiffres, ce qu'on a dit, les chiffres arabes, c'est pas des chiffres arabes en fait. Ouais, c'est les chiffres indiens. D'abord, bon, et deuxièmement, j'en discutais l'autre jour. Curieusement, la question de savoir à quel alphabet, vous savez que les chiffres romains, par exemple, Ouais, ça. vous savez que les chiffres romains sont attendez, je travaille moi. Les chiffres romains sont des lettres de l'alphabet latin. Bon, les chiffres le romain, c'est des chiffres. C'était pas utilisé. C'était pour faire du commerce, c'est pas. Bon, et les chiffres arabes, les 9 chiffres ou les 10 chiffres arabes, ils sont issus de quel alphabet? Ils sont pris de quel alphabet? C'est pas. Ah putain. Non, mais vous le savez pas parce que c'est pas connu. C'est pas si c'est fait. Si. C'est c'est pas pas le syrien là, pas le phénicien, non? Non, attendez. Attendez, là, il y a deux problèmes différents. Je vous parle de la forme des chiffres. Ouais. Je vous parle pas de, bon, par exemple. Ou l'étrusque ou un truc comme ça. Non. Alors, bon. Alors, les chiffres arabes sont issus de l'alphabet hébraïque cursif. Si vous regardez la forme des chiffres, vous écrivez sur une feuille de papier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, vous comparez avec la cursive. Est-ce que vous savez qu'il y a une cursive hébraïque? Ouais, j'ai envie très rapidement, je connais pas bien le détail. C'est-à-dire que, comme en russe, par exemple, il y a des lettres majuscules et des lettres cursives. Quand on écrit en hébreu,
on n'emploie pas les mêmes lettres que dans la Bible, par exemple. C'est pas les mêmes caractères. Bon. La cursive hébraïque, par exemple, la cursive, par exemple, le tsadé, ça s'écrit comme un 3, par exemple. Donc, c'est une piste que je vous signale, entre parenthèses, que ce problème de d'où viennent les choses, etc., ça fait l'objet de discussions, mais on peut démontrer, moi je l'ai publié dans un bouquin qui s'appelle Les mathématiques divinatoires, il y a déjà pas mal de temps, où je montre que les chiffres dits arabes se retrouvent dans l'alphabet hébraïque, cursif. C'est-à-dire basique en fait. Non, celui qu'on utilise quand on écrit et pas quand on imprime, voyez-vous. Parce que, par exemple, les Israéliens, quand ils vous envoient une lettre, ils n'écrivent pas de la même manière que dans les journaux. C'est ce qu'on appelle la cursive. Même, par exemple, les Russes, l'alphabet russe, même l'alphabet grec, la cursive grecque n'est pas la même chose que voilà. Par exemple, le alpha, quand on met un alpha, eh bien, la majuscule, c'est un A. Donc, c'est pas la même chose. Il y a voilà. Et en grec et en russe, par exemple, par exemple, la cursive russe, c'est pas la façon dont on imprime les bouquins. Alors pour revenir à la question, la forme et le fond. Alors, est-ce que vous, je parle avec machin parce que finalement, quel rapport faites-vous avec le signifiant et le signifié, par exemple? Oui, le signifiant et le signifié. Alors, qu'est-ce qui est le propre, quel est le des deux, celui qui correspond à la forme et celui qui correspond au fond? Au signifiant et puis voilà. L'autre. Par exemple, en linguistique, le mot en tant que mot, par-delà son sens, c'est du signifiant. Ça veut dire quoi un signifiant? C'est-à-dire qu'à la limite, un mot pourrait signifier n'importe quoi. C'est un signe en fait. C'est un mot, vous pouvez l'utiliser pour dire n'importe quoi. Bon, donc c'est un signifiant, c'est-à-dire il est capable de signifier. Et le signifié, c'est ce qu'on associe au mot à un moment donné. Hein? Comme un vase. On l'appelle symbole aussi. Un vase, par exemple, c'est un signifiant. Maintenant, ce que vous mettez dans le vase, c'est du signifié. Le vase, vous pouvez mettre dans n'importe quoi dans un vase. On peut l'appeler symbole aussi. Peut-être. Symbole, Oui. c'est aussi un... Donc la poésie, elle est à la charnière entre le signifiant et le signifié. C'est-à-dire que c'est pas complètement du signifié. Ça joue aussi sur la forme. C'est pour ça que c'est un mode de communication qui est très imparfait, la poésie. Parce que elle joue par exemple, les poètes, ils essaient de dire quelque chose, mais finalement, est-ce qu'ils vont vraiment quelque chose à dire, ou est-ce qu'ils jouent simplement avec les mots? Voilà, c'est pas clair. C'est une manière de révéler en cachant. À l'origine, c'est une chose très puissante qui relève de la spiritualité, mais il le révèle en le cachant, parce que c'est à toi d'arriver à t'élever pour le comprendre. C'est pour ça qu'il y a les grands poètes, c'est ça. Après, elle a dégénéré la poésie, après, elle a baissé de niveau, mais au départ, ça doit être ça, je pense. C'est ça qu'il voulait transmettre. Des choses vraiment d'une spiritualité très élevée. Excusez-moi, monsieur, à votre avis, c'est quoi le premier livre qui a été publié, imprimé? Ah ben ça c'est connu, ça c'est normalement c'est la Bible. Hein, c'est le Coran. Non, c'est le Coran qui a été en premier non. imprimé et publié en... Il a été publié où? En quelle année? Non, mais attendez, je suis désolé. Dans le Coran, pendant très longtemps, ils n'avaient pas le droit d'imprimer. Bien après, je crois que c'est au XVIIIe siècle qu'ils ont commencé à les imprimer, et ça a été une révolution. Non, à mon avis, c'est. Est-ce que je vais vous poser une question alors, puisque vous posez la question. À votre avis, à 10 ou 20 ans près, quand est-ce que l'imprimerie a commencé à exister? Elle existe en, allez, je dirais... Attendez, ne soufflez pas. Je vais rien dire. 1600. Vous? C'est en 1400. Voilà, 1450. Voilà. Donc vous êtes une erreur de 150 ans quand même, excusez-moi. Non, 1600. 1600, c'est pas 1450. Bah, dites-moi le premier livre qui a été Eh bien justement, Avant c'était écrit à la main. C'était le premier livre, je parle d'un livre, il y a imprimé et sortir le livre, c'est pas pareil. En tout cas, les premiers livres qui ont été imprimés, c'est au milieu du XVe siècle. Voilà, point final. C'est pas au début du XVIIe siècle. Bon, donc effectivement. Vous êtes d'accord? Et quel est le grand auteur, quel est le grand personnage qui a inventé l'imprimerie? Vous le savez ça? Ne soufflez pas. Moi, je dis déjà, pour moi, ça vient de Chine. C'est les Chinois qui ont... Bon, d'accord, mais en Europe,
en Europe. Après, en- c'est passé par le Moyen-Orient. Oui. Mais est-ce que en vous connaissez, Europe. est-ce que vous connaissez, parce C'est que pas les Européens qui ont. d'accord. Non, mais il y a un grand. Non, mais c'est même, totalement même faux. si ça vient. Non, mais on vous demande pas si ça vient pas de Chine. On vous dit quel est le grand Européen qui a mis au point l'imprimerie en Europe. Voilà, c'est tout. Tout le monde, tous les gens qui sont de culture européenne Parce que et moi, française le savent. Parce que Donc, ce c'est- que, moi- parce que moi, ce que j'aime pas chez vous, ou chez Jean-Paul, vous dites pas la vérité. je veux te dire. Il faut dire qu'il y a des civilisations qui